Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI d'Eure-et-Loire. Vous avez été réélu dimanche dernier. Tout de suite, une réaction à cette annonce ce matin du départ de François Bayrou, de Marielle de Sarnez du gouvernement. C'était devenu intenable finalement pour le président du MoDem? Oui, je crois qu'il a envie de se défendre, puisqu'il y a cette histoire d'emploi présumé fictif. J'imagine que François Bayrou, qui a toujours fait de la morale politique un de ses chevaux de bataille, voulait, avec Marielle de Sarnez et puis la ministre des Armées, Sylvie Goulard, avoir les moyens de se défendre. Donc c'était mieux d'être en dehors plutôt qu'être ministre de la Justice. Il peut y avoir confusion déjà. En tout cas, il n'y a plus de MoDem au gouvernement ce matin. Donc quelque part, pour Emmanuel Macron, qui avait fait de l'arrivée du MoDem une des pièces maîtresses d'abord son élection et puis ensuite de la composition de son gouvernement et de la loi qui allait être portée sur la moralisation et la transparence de la vie politique. On attend quand même un nouveau gouvernement d'ici 18h. Oui. Les équilibres pourraient éventuellement être respectés, vous ne le pensez pas ? Écoutez, on verra s'ils sont respectés. Moi, je ne suis pas dans les confidences de la composition gouvernementale. Ce que je veux simplement dire, c'est que François Bayrou devait porter ce texte sur la moralisation de la vie politique qui est attendu par les Français. Vous savez, moi, je sors d'une campagne législative. On voit bien qu'ils veulent à nouveau restaurer les Français ce lien de confiance entre les politiques et eux. Et ça passe par de la transparence. On peut le dire comme on veut, mais c'est ainsi. C'était pas possible pour François Bayrou de porter ce texte sur la moralisation de la vie publique? Écoutez, il a pris sa décision. Je n'en connais pas tous les éléments. Je crois que c'est plus sage ainsi. Il dit j'ai choisi finalement. Vous croyez que c'est de son propre choix ce départ C'est plutôt un tempérament à choisir plutôt qu'à se laisser dicter les choses. En tout cas, c'est ainsi. Maintenant, il a quitté le gouvernement. Ouais. C'est une crise politique majeure. Crise gouvernementale majeure, scandale politique, dit ce matin Laurent Wauquiez. Est-ce que vous partagez son avis? Moi, les mots excessifs, je ne les ai jamais dans ma bouche. Simplement, on peut dire qu'un mois après l'arrivée du président de la République, 4 ministres qui ont déjà démissionné. J'oublie pas le plus proche de Emmanuel Macron, Richard Ferrand, donc, qui a été exfiltré du gouvernement avant-hier. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc, on va voir que très rapidement dans l'opinion publique, ça va se traduire par une diminution très sincèrement de l'adhésion des Français à la démarche d'Emmanuel Macron. On va écouter Christophe Castaner, qui est le porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimé ce matin et vous réagissez juste après. Ça simplifie la situation parce qu'il était difficile, y compris pour le porte-parole, de répondre à vos questionnements légitimes aux enquêtes de la presse sur des sujets qui, je le rappelle, n'ont pas aujourd'hui de conséquences judiciaires. Il n'y a pas de mise en cause personnelle. Même pour Françoise Goulard, par exemple, son nom n'était même pas cité dans le dossier dans lequel des attachés du MoDem. Mais je pense qu'il est effectivement plus facile de se consacrer totalement à cette défense-là. Et quand on est ministre, quand on est garde des Sceaux, quand on est ministre des Armées, l'exercice est très compliqué et implique cette forme d'éthique. Moi, je le rends acte à l'un et à l'autre. Ça simplifie les choses, effectivement, pour Emmanuel Macron. Il va pouvoir repartir du bon pied ou au contraire, ça ouvre une véritable crise? Alors, quelque part, il y a un peu de fragilité. Parce qu'on sait que sans le soutien de François Bayrou, je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron ait gagné le premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est certainement une nouvelle étape politique qui est en train de s'ouvrir devant nous. C'est un échec aussi pour François Bayrou qui avait réussi à faire contribuer en tout cas à l'élection d'Emmanuel Macron, qui était au gouvernement. Il sera resté un mois à peu près. C'est sûr que pour lui, c'est pas un succès tel qu'il avait pu l'imaginer il y a simplement 4 semaines, dont on voit bien qu'il avait participé à faire en sorte que ce soit Emmanuel Macron qui devienne président de la République. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je ne souhaiterais pas qu'on démarre ce quinquennat uniquement par les affaires au quotidien. C'est ce qui a pourri toute la fin du quinquennat de François Hollande. D'ailleurs, c'est 5 années du quinquennat précédent. Puis regardez, ça s'est traduit dans les urnes dimanche dernier. Moins de 7 millions de Français ont voté pour les candidats de la République En Marche. 13% des Français ont apporté un soutien à celles et ceux qui, actuellement, sont en train d'arriver à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est une adhésion faible. Ça veut dire qu'il faudra vite des actes pour restaurer la confiance. Et soit ces actes sont au rendez-vous, soit ils ne le sont pas. S'ils sont au rendez-vous, le chemin de la confiance sera emprunté. Vous demandez des résultats, c'est ça? Moi, je demande des résultats. C'est ce que nous demandent les Français. Ils s'abstiennent parce qu'il n'y a pas de résultats. La moralisation, très bien, mais il faut absolument y arriver. Mais il n'y a pas que ça. La lutte contre le chômage, on en est où? La dérive des comptes publics. On apprend hier qu'il y aurait une grande dérive des comptes publics. C'est la réforme de retraite. Si soi-disant c'était équilibré, rappelez-vous les propos de Mme Touraine. Et en fait, maintenant, il y a un nouveau trou qui est devant nous. Bref, il est grand temps de passer à l'action politique. On va écouter François Patriat, un proche d'Emmanuel Macron, sénateur, qui a pris la parole aussi ce matin. Je crois qu'il y a beaucoup de fermeté de la part du chef de l'État. C'est une facette du chef de l'État que les Français n'avaient sans doute pas vue avant. C'est pas le bienveillant Macron, c'est le tueur Macron. Il y a beaucoup de bienveillance chez Emmanuel Macron, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'altérité. Dans le même temps, il y a beaucoup d'autorité. Il y a beaucoup d'autorité, il sait décider, il sait choisir. Je me souviens d'avoir dit un jour, en début de la campagne, il y a plus d'1 an, Emmanuel Macron ira loin parce qu'il voit loin. Et je crois que, de même qu'il a bien préparé
son entrée en fonction. De même, aujourd'hui, il ne supportera pas qu'il y ait des parasites, des éléments parasites. Je ne parle pas des parlementaires, bien entendu, le mot n'est pas approprié, mais qu'il y ait des éléments parasitaires qui viennent troubler l'action du gouvernement qu'il veut à la fois limpide, transparent. C'est le négatif. Il y a un acte d'autorité derrière cette décision? Il y a un président qui tranche. On ne peut pas reprocher à un président de trancher. On a vécu un quinquennat où un président ne tranchait pas, il tranchait toujours à moitié. Donc oui, il semble vraiment qu'il soit en train de trancher, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autres nouvelles affaires qui vont s'égrener dans les prochaines semaines. On a entendu hier qu'il y avait des perquisitions qui étaient faites chez Business France, donc tout ça, ça met quand même quelques nuages au-dessus du début du quinquennat, alors que Emmanuel Macron était au firmament dans les sondages. C'était Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui était chez Business France, effectivement, au moment de cette affaire. J'espère qu'on va refermer rapidement cette parenthèse qui est pénible, début de quinquennat. Vous dites qu'il n'y a plus de modem au gouvernement, en tout cas à l'heure qu'il est. Ce matin, alors, on en est après que va faire le président de la République, que va choisir Édouard Philippe. On sera fixé en fin d'après-midi. Possiblement, il y a une réduction de la majorité, finalement, qui peut s'opérer avec ce départ du modem. Il y a quand même un groupe modem important, 42 députés. Et qui sera forcément fidèle à Emmanuel Macron? Écoutez, il vaut mieux les interroger eux-mêmes que m'interroger. Je connais bien Marc Fesneau, dont j'ai compris qu'il souhaitait être président de ce groupe. En tout cas, il en a à la fois la capacité et le talent. Mais écoutez, je suis persuadé que quelque part, sur l'alliance politique qui a été créée entre Emmanuel Macron et le modem, il y aura certainement des zones un peu d'ombre. La conséquence, justement, ici à l'Assemblée, pour ce groupe modem, ça peut l'affaiblir aussi ou pas, cette affaire? C'est encore trop tôt pour dire les choses. On verra ça dans les prochains jours. Dès que les premiers textes arriveront, quelle sera la contribution du modem? Je ne les vois pas casser le pacte de majorité. Les députés modem ont été élus parce qu'ils ont eu des investitures, La République En Marche en même temps. Alors on va parler de la droite. Il y a une crise à droite, de la droite et du centre, bien sûr. Vous êtes à l'UDI. Ce matin, en ce moment même, d'ailleurs, une réunion des Républicains constructifs a lieu pour acter, décider la création d'un deuxième groupe de la droite et du centre, peut-être, vous allez nous le dire, face au groupe Les Républicains Canal Historique. Est-ce que l'UDI va participer? Je voudrais qu'on change les mots. Face, à côté. À côté. C'est pas face, c'est pas en opposition au groupe des Républicains, c'est simplement l'UDI. D'abord, c'est un groupe qui était à côté des Républicains sous le quinquennat précédent. Ce groupe qui a présidé Jean-Louis Borloo, que j'ai eu l'honneur de présider. Nous, les UDI, nous disons qu'on veut porter une voix singulière, une voix forte, une voix constructive, mais comme nous l'avons toujours fait, je réexplique à vos confrères sans arrêt depuis 2 jours, que tous ceux qui découvrent le vertu de l'opposition constructive ou de la construction, moi, ça me fait plaisir. C'est quelque chose que vous pratiquez depuis longtemps à l'UDI. Absolument. Enrichir les textes du gouvernement. Les mêmes Républicains qui étaient vent debout, qui cognaient tous les textes gouvernementaux, découvrent le charme de construire. Très bien. Ce que je comprends, c'est que vous participez donc à ce groupe des Républicains constructifs. Nous, on souhaite, les UDI, que notre groupe qui compte maintenant, enfin, il y a au moins 17 députés UDI, qu'on soit capable avec des Républicains, donc si ce sont des amis de Thierry Solaire et d'autres, il y a d'autres députés républicains qu'on a vus qui souhaitent aussi être... Lors de la Rodière qui était à l'instant sur ce plateau, Franck Riester. Dans cette posture d'opposition constructive, à titre personnel, moi je ne voterai pas la confiance. Voilà, pour que ce soit clair, parce qu'il y a une ligne de démarcation. En tout cas, ce groupe, pour moi, ne sera pas un groupe d'appoint pour Emmanuel Macron. Alors c'est amusant parce que c'est exactement le contraire de ce que disait Laure de la Rodière, qui était à votre place il y a quelques instants et qui elle aussi va participer à ce groupe constructif côté les Républicains. Ce que je veux dire, pour être très très clair, la majorité d'Emmanuel Macron, c'est République En Marche plus le modem. Ensuite, il y a un groupe qui va se constituer, qui devrait se constituer, entre des UDI et des Républicains, comme ma collègue Laure de la Rodière, que je connais bien, les députés d'Eure-et-Loir. On votera un certain nombre de textes. D'abord, il y aura de la liberté, parce que s'il n'y a pas de liberté, à ce moment-là, il n'y a pas aucun intérêt à être dans une camisole de force. Parce qu'au départ, l'idée, c'est quand même de voter la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. C'était l'idée de la création des constructifs. Il y aura de la liberté. Moi, si jamais la condition sine qua non qu'on fonde un groupe dans lequel il y a des UDI et des Républicains, et que la condition sine qua non, c'est de voter la confiance, je n'en serai pas. C'est clair. D'accord. Si en revanche, c'est la liberté de vote, et moi je m'abstiendrai, d'abord parce que j'ai dit à mes électeurs ce que j'allais faire. Je l'ai dit publiquement, que je soutiendrai tout ce qui ira dans le bon sens et je m'opposerai au reste. Sinon, si vous votez la confiance, c'est un blanc-seing que vous donnez. On ne va pas se raconter d'histoire. Ceux qui vous disent qu'il y a une feuille de papier à cigarette entre voter la confiance et s'abstenir, non. S'abstenir, c'est quoi? C'est une abstention positive. On vous accompagne. Si vous
programmer des textes qui nous permettront, par exemple, de lutter contre le chômage avec efficacité, d'améliorer le code du travail, de mieux protéger les Français, d'améliorer la protection sociale. Nous y allons. Si en revanche vous les fragilisez, quel est l'avenir pour les territoires, pour nos communes, pour nos intercommunalités, pour les dotations aux collectivités? Est-ce que oui ou non, demain, sur la pénalisation du cannabis ou des pénalisations, ça sera une voie commune? Non. Il faut une expression ouverte, une expression libre. Donc ça n'est pas un groupe d'appoint, je tiens à le dire à la majorité d'Emmanuel Macron. Moi, je suis dans une opposition constructive, je dis bien opposition constructive, et je n'en demanderai pas. Donc vous êtes dans l'opposition quand même. Constructive. Constructive. Tous les UDI vont y participer ou il pourrait y avoir certains UDI qui rejoindraient le groupe LR? Vous savez très bien que dans ces moments-là, c'est des moments un peu compliqués, mais au final, on devrait, je pense, se retrouver tous. Oui. Dans ce groupe-là, il devrait y avoir plus d'UDI que de républicains constructifs ou pas? On saura ça, vous savez, c'est à la fin... du marché qu'on compte les sous, comme on dit chez moi, à la campagne, eh bien, on verra exactement, mais je pense que ça peut faire un groupe de 30, 40 députés, ça peut être intéressant. Donc une force, ça sera avant tout une force de proposition. Moi, je vais vous dire une chose, c'est très simple. Emmanuel Macron a expliqué toute la campagne présidentielle qu'il n'était ni de gauche, ni de droite, et de gauche, et de droite, et qu'il était prêt à prendre de l'intelligence partout. Eh bien voilà, nous y sommes. Moi, chacun me connaît, j'ai toujours apporté, je crois, de la construction. Il a vu Emmanuel Macron dans sa loi Macron. Le groupe UDI, 2/3 du groupe étaient prêts à l'accompagner, où on a eu des discussions étroites et des discussions riches. Eh bien, je m'inscris dans cette action-là et je sais que mes collègues de UDI seront dans cette direction. Et il y aura une vraie différence entre ce groupe et le groupe des Républicains Canal Historique, qui eux aussi ont voté sous le quinquennat précédent toutes les lois antiterroristes, tout l'état d'urgence. Ils ont pas voté 16 comme nous, et pardonnez-moi, c'était quand même pas tout à fait la même opposition. Je leur jette pas du tout la pierre. Chacun a sa liberté. Et moi, j'ai du respect et de l'amitié pour Christian Jacob, le groupe qu'il a animé, aucune difficulté avec lui. Mais on n'avait pas toujours la même vision, tant s'en faut. On a porté des voix différentes, vous me l'accorderez. Regardez la double déchéance de nationalité. Quel est le dernier groupe qui a soutenu le président de la République? C'est le groupe UDI, alors que le PS l'avait abandonné, que les Républicains l'avaient abandonné. Et sur l'accord national interprofessionnel, nous l'avons voté, une loi d'orientation agricole que nous avons votée. Donc, pas uniquement les textes sécurité, bien sûr, le groupe républicain, sur l'état d'urgence, n'a jamais fait défaut. Toujours présent, sur les lois sécurité et liberté également. Et sur la loi antiterroriste que présente Gérard Collomb ce matin, a priori, vous n'avez pas d'a priori négatif? On aura peut-être des enrichissements, des éclaircissements, des modifications, mais attendez, dans la situation que l'on connaît, de risques terroristes, je crois qu'il n'y a pas l'espace d'un papier à cigarette entre une partie des groupes qui sont ici. Alors, on verra ce que fera Mme Le Pen, on verra ce que fait M. Mélenchon. Là, leurs voix, on va les écouter. Merci Philippe Vigier d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Vous êtes député UDI d'Eure-et-Loir. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.